Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Merci d'être là, fidèle au poste en cette matinée. On vous embarque à bord, vous le savez, pour 52 minutes d'émission, 52 minutes de bonheur en compagnie de notre invité d'honneur, Adrien Laval, le charismatique coach du club de rugby de Saint-Père-Marc-en-Poulet près de Saint-Malo, un club amateur héros d'une web-série qui cartonne. Il nous racontera cette extraordinaire aventure collective tout à l'heure. Au sommaire également, comme chaque lundi, un autre coup de projecteur sur les startups bretonnes, en compagnie cette fois-ci de Florent Wilbert de la French Tech Rennes Saint-Malo qui nous emmènera, tenez-vous bien, jusqu'à Las Vegas. Et puis une invitation ce matin, et si vous deveniez ambassadeur en mesurant la qualité de l'air, c'est l'appel lancé aux habitants de Rennes. Objectif, faire prendre conscience de la pollution pour changer les comportements. Tous les détails de cette expérimentation dans quelques instants avec Virginie Jourdan. Des citoyens investis, et en sera question également avec l'action menée depuis l'automne par l'association Bretagne Vivante. Des bénévoles, pas forcément des scientifiques, ont entamé un travail d'inventaire des espèces présentes sur l'estran. Illustration sur les côtes d'Ille-et-Vilaine tout à l'heure avec Françoise Gogel. Nous vous présenterons également un nouveau magazine breton entièrement dédié aux seniors. C'est un site internet baptisé Tempo Braise. On y parle santé, famille, voyage, argent. Son directeur de publication Serge Landuro nous en dira plus tout à l'heure. Sans oublier le débriefing inspiré de la comédienne Catherine Bossard en fin d'émission. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Bonjour Adrien Laval. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes né à Saint-Mandé dans le 9-4, ça s'entend pas comme ça. Non, ça s'entend pas, oui, non. L'honneur est sauf. Vous avez ensuite grandi entre Toulouse et Montauban, à Grenade-sur-Garonne. Qu'est-ce que c'est joli, ça, Grenade-sur-Garonne. C'est joli, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu explosif quand on sort de Grenade-sur-Garonne. Ah oui, sans doute, oui. Un petit village entre Toulouse et Montauban où je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans avant de partir faire du rugby. Alors voilà, c'est là-bas qu'est née votre passion pour le rugby. Hein. On va essayer de mieux vous connaître avant de raconter cette fabuleuse histoire qui vous arrive. Je vous propose de commencer par tirer un premier petit papier si vous voulez bien. Okay. On va essayer de voir d'où ça peut vous venir, toute cette passion pour le rugby. L'âge de 6 ans. 6 ans, vous avez commencé à 6 ans le rugby ? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans le rugby. Vous étiez tout minot à côté des grandes baraques. Oui, j'étais minot et déjà à l'époque bien portant, donc le choix a été vite fait. Non, j'ai commencé à l'âge de 6 ans au club de Grenade-sur-Garonne. Et puis, j'ai continué jusqu'en junior, aujourd'hui moins de 18 ans, au club de Grenade avant de partir sur Paris, où j'ai continué à jouer jusqu'à l'âge de 32 ans. Et après, je me suis consacré à l'éducatif. On l'évoquera tout à l'heure. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier pour évoquer un souvenir marquant quand même pour vous. Parce que bon, quand on joue au rugby, forcément, le but, c'est de faire gagner son équipe. Oui, avec une passe très importante. Et oui, il y a des passes dont on se souvient, où on a fait briller les copains. Puis il y en a d'autres qu'on se souvient aussi, où on a peut-être un peu moins brillé par la qualité de sa passe. Et il y en a une dont je me souviens encore, et plus peut-être facilement que celle qui a fait briller les copains. Oui, mais ça donne une niaque aussi. Ça donne une niaque, on n'oublie pas cette passe. Oui, puisque pour première passe, je peux en parler. Sur une finale d'un tournoi avec mes copains de 12-13 ans, je crois que j'ai fait la plus sale passe qui a été faite dans le rugby depuis que le rugby existe, et j'oublierai jamais. Ouais, enfin, en tout cas, depuis, vous en avez fait d'autres et des très belles. Vous restez avec nous, Adrien. On va maintenant évoquer une initiative menée dans la ville de Rennes pour sensibiliser ses habitants à la pollution de l'air. Les Rennais sont invités à enregistrer eux-mêmes la qualité de leur air. Le reportage est signé Sylvaine Saliou et Christophe Rousseau. On en parle juste après. Né au vent et capteur dans le dos, Morgane fait partie des 16 ambassadeurs de Rennes. Il mesure le taux de particules fines en temps réel, ces particules qui s'installent dans les poumons. Alors vous avez mesuré aujourd'hui ? Tout à fait. Dites-moi. Alors aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine de microgrammes de particules par mètre cube. Voilà. Ce jour-là, la qualité de l'air est moyenne. Pierrick, un autre collecteur de particules fines, relève des taux proches de ceux de Morgane. Donc là, si je vois bien, c'est du 18 microgrammes par mètre cube. C'est l'indicateur qui est ici. Et alors, qu'est-ce que vous en dites ? Donc 18, c'est jaune, donc jaune, c'est moyen. Toutes ces données sont collectées via une application mobile. On peut suivre en temps réel l'évolution de la pollution enregistrée ici par Pierrick, par exemple.
on voit précisément la valeur des particules fines qu'il a rencontrées sur son parcours. Donc là, on a des valeurs autour de 20 microgrammes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Les valeurs recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont plus basses. Mais on est en milieu urbain, donc ce n'est pas étonnant d'avoir des valeurs un petit peu plus élevées. La pollution peut varier sur un même parcours à cause d'un camion à l'arrêt à un feu ou d'une sortie de chauffage. Elle varie aussi selon la météo. Il y en a moins quand il pleut. Grâce aux données récoltées, Morgane espère toucher le maximum de personnes. C'était aussi l'occasion de sensibiliser mon entourage. Alors quand je dis entourage, c'est l'entourage géographique proche, en parlant des gens du quartier, des habitants du quartier, des voisins même. Parfois je suis sollicité par certains voisins pour savoir si on peut sortir aujourd'hui ou pas, comment est la qualité de l'air. L'expérimentation doit durer 2 ans. Elle pourrait s'étendre à d'autres quartiers rennais, avec pour objectif la constitution d'une armée d'ambassadeurs. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons Virginie Jourdan du magazine Sans Transition. Bonjour Virginie. Bonjour, alors qui sont ces personnes et que mesurent-elles? Expliquez-nous. Alors les personnes, donc le sujet que l'on vient de voir a pris de l'ampleur puisque depuis le début janvier, maintenant ils sont une 50aine de volontaires sur Rennes à prendre ces mesures de la ville, à l'intérieur de la ville de Rennes. Donc ce sont des volontaires qui ont été recrutés donc par la Maison de la Consommation et de l'Environnement, la MCE de Rennes, et l'association les a d'abord sensibilisés à la question de la qualité de l'air, d'où viennent les polluants, qui sont-ils, et elle les a aussi ensuite, on l'a vu dans le sujet, sensibilisés à la question de la mesure. Donc un des bons exemples à prendre, c'est par exemple si avec ce capteur numérique que l'on a vu qui s'appelle Airbim, je me mets juste derrière un bus ou un camion, le taux de particules fines va exploser. Pour autant, cela ne va pas forcément être représentatif de la qualité de l'air ambiante dans la rue, dans le quartier ou dans la ville. Donc voilà, on les sensibilise aussi à ces questions. Cette 50aine d'habitants rennais proviennent des quartiers de Villejean, du Blône et dorénavant de Bréquigny, depuis, donc je le disais, depuis le début de cette année. Mais alors pourquoi ces 3 quartiers rennais ont-ils été choisis? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, il y a des études qui ont montré que les quartiers populaires sont les premiers concernés par l'exposition aux polluants, dont la pollution atmosphérique, et c'est le cas également à Rennes. Si l'on regarde la carte de la pollution, elle existe, elle est faite par une association officielle qui s'appelle Airbraze, qui a un site internet bien évidemment ouvert au public. Donc ces 3 quartiers sont également concernés, effectivement, ce sont les plus pollués. Alors ça n'a rien à voir avec leur statut, c'est simplement leur géolocalisation. Enfin, ils sont localisés en fait à proximité du périphérique. Ah oui, donc et c'est entre le dioxyde d'azote qui est produit par la combustion des moteurs et les particules fines qui émanent aussi de ces moteurs, eh bien, ils se retrouvent à être parmi les plus pollués sur l'agglomération. Et donc les plus exposés. Comment est né le projet? Expliquez-nous un petit peu. Donc le projet, il remonte à 2015. À l'époque, ce sont des makers du Fab Lab rennais qui entendent parler des makers du Fab Lab rennais. Wouh, ce sont alors les bidouilleurs qui travaillent dans le laboratoire de fabrication numérique de la ville de Rennes. Donc c'est un endroit dans lequel on fait beaucoup d'expérimentation, notamment à partir d'outils de l'électronique et du numérique. Et ils entendent parler de la Smart Citizen de Barcelone. Enfin, ils entendent parler, elle est connue puisque le Barcelone a fait toute une démarche pour inviter ses citoyens à vraiment agir dans l'espace public. Et il y avait notamment la question des capteurs et la révolution numérique a favorisé la multiplication des capteurs, la fabrication, la possibilité de mesurer et de créer des plateformes pour pouvoir aussi regarder l'état des mesures. Donc ils se sont inspirés de ce modèle. Finalement, c'était compliqué de le construire soi-même. Donc ils ont opté pour les capteurs Airbim qui sont préconçus et qui disposent également déjà d'une plateforme qui est en ligne. Donc à Rennes, on s'est tourné vers Airbim. Et voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de donner aux citoyens la possibilité de reprendre en main une question qui les concerne directement, celle de la qualité de l'air, et c'est une vraie question de santé publique, puisqu'aujourd'hui en France, on sait que 44 000 personnes meurent de manière prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, pour des raisons qui sont liées à la question de cette mauvaise qualité de l'air. Et c'est très important de faire en sorte que les citoyens s'emparent de cette question eux-mêmes et mesurent eux-mêmes. Ah voilà, en le faisant, du coup, ils deviennent... c'est le principe d'ambassadeur qui est très bien dit dans le sujet. Ils savent d'où vient la pollution, ils savent comment il peut agir, ils en connaissent les conséquences et eux-mêmes, donc en le faisant, sont encore plus impliqués. Et ça donne aussi également l'envie d'en parler à ses voisins, à ses amis, de diffuser un petit peu...
voilà, tout ce savoir autour de la qualité de l'air. Ouais. Est-ce qu'il existe d'autres initiatives similaires en France ? Alors, il y en a au moins 2 qui sont actuellement en cours. Donc, Paris Air Citizen, où là, on est vraiment sur la fabrication même des capteurs. Hein, donc, ça va assez loin. Ça reste très restreint, ils le disent eux-mêmes, puisqu'il y a une vingtaine de personnes, donc sur toute la population parisienne, qui a pu avoir accès à la fabrication de ces capteurs. Mais ça devrait se développer davantage cette année, notamment dans le cadre du budget participatif. Il y a eu un projet qui est passé. Et il y a aussi la ville de Grenoble, où une trentaine de citoyens, de la même manière, ont pris des mesures dans la ville, dans les montagnes, pour se rendre compte de, voilà, quelle est la question de la qualité de l'air, ça veut dire quoi, où est-ce que se posent les questions de pollution atmosphérique, et puis c'est l'occasion aussi de faire tomber des préjugés. Voilà, sur où se trouve cette pollution. Ouais, alors, à quoi vont servir ces données collectées par les citoyens ? On l'a vu sur le site, pour l'instant, elles sont collectées sur la plateforme Airbeam. Donc, les citoyens peuvent en prendre connaissance, mais malgré tout, elles ne vont pas servir à remplacer, je parlais tout à l'heure des mesures officielles, donc, qui sont menées par Airbraze. Chacun, en tapant Airbraze sur son ordinateur aujourd'hui, pourra d'ailleurs aller consulter le tableau de mesures quotidiennes de tous ces polluants, puisque c'est vraiment leur mission. Hein. Donc ça ne vise pas à les remplacer, mais vraiment, l'idée, c'est de donner à voir que c'est possible, peut-être de les améliorer, puis d'étendre encore cette expérimentation à plus d'habitants. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir donné tous les détails de cette belle opération Ambassadeur. Merci infiniment. Vous êtes sensible à ces thématiques d'environnement, Adrien Laval ? Bah oui, puisque nous, on passe quand même une grande partie de notre temps sur des terrains qui sont en extérieur. Et comme on le disait, c'est important, oui, la qualité de l'air, c'est important. Et, bon, nous, à Saint-Père-Marc-en-Poulet, il y a quand même pas mal de courants d'air. On est dans un milieu rural, donc on est peut-être moins... Un peu plus préservé, peut-être. Oui, un peu plus préservé, mais oui, bien sûr, même sur Saint-Malo, on le voit que sur certaines journées, quand il fait bien chaud, avec le nombre de voitures qu'on a, on le respire... Comme dans les grandes villes, bien sûr que c'est important, ouais. Bon, alors vous avez un parcours étonnant. Vous avez joué au rugby donc jusqu'à 32 ans, hein, c'est ce qu'on expliquait. Et puis après, vous avez fait une formation d'entraîneur. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Pourquoi cette envie de transmettre finalement parce que vous êtes occupé des cadets du Stade français. C'est ça, oui. Peut-être ce côté de continuer à faire des passes à des jeunes en transmettant le peu qu'on a appris. Et bien sûr, oui, c'est continuer à enseigner, je dirais. C'est enseigner à des jeunes... les valeurs du rugby et la technique par des ateliers, par des entraînements réguliers. Ouais. Alors les valeurs, hein, ça c'est pour vous essentiel, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez atterri en Bretagne d'une façon très romantique, très jolie. Racontez-nous un petit peu ça. Ça vaut cette histoire, elle vaut à elle seule un petit roman. C'est vrai que c'est assez... on arrive un petit peu par hasard, puisque pour le premier anniversaire de mariage avec mon épouse, on habitait Paris. Et on s'est dit, on va aller fêter ça dans une belle région. Où il n'y a pas trop de pollution. Oui, il n'y a pas trop de pollution. Ouais. Et où les gens, d'ailleurs, je voulais le dire, je suis assez surpris par les gamins en Bretagne qui font l'effort de jeter les papiers. Ils sont super attentifs. Il y a une vraie éducation, puisqu'on le voit quand on joue des gosses d'autres régions, où c'est pas du tout la même, vraiment au niveau... Enfin, vraiment, il y a une vraie éducation en Bretagne chez les jeunes sur la propreté, le respect. L'environnement, Vraiment, j'étais assez choqué. On est arrivé là en Bretagne, on est tombé dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Souliac, un vrai hasard. C'était juste pour un week-end, vous ouvrez un guide comme ça et voilà, puis vous dites, allez hop. J'étais sur les Champs-Élysées, j'ai ouvert un guide, j'ai téléphoné au gîte à Saint-Souliac et 4 mois après, avec mon épouse, on déménageait de Paris pour Carrément. habiter. Ah oui, donc gros coup de cœur. Ouais, gros coup de cœur, ouais. Ouais, gros coup de cœur. Et là, dans votre cœur, vous emportez bien sûr le rugby. Et forcément, vous ne pouvez pas vous empêcher, vous allez voir le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Ouais, c'est ça. Et vous lui dites quoi, à ce maire? On lui dit pas de club du rugby ici, mais comment c'est possible? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, non, il y a une dizaine d'années, on a rencontré M. Richeux, le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet, en lui disant, voilà, on a un projet... on aimerait créer un club de rugby, on se fixe un objectif, c'est que dans 5 ans, on ait 40 licenciés. Il nous dit, écoutez, allez-y, et du coup, ça a bien pris. Puisque... Ah ça a bien pris. Ouais. C'était en 2008, le club est né début septembre, et dès la première saison, vous portez les gamins jusqu'en finale nationale contre les Catalans. Voilà, c'est ça. Dès la première année, avec des gamins qui n'avaient jamais joué, on a eu la chance d'avoir une vingtaine de jeunes entre 15 et 18 ans qui se sont inscrits au club.
Et au fur et à mesure, la mayonnaise a pris et on se retrouve, enfin, pas par hasard, mais on va jusqu'en finale du championnat de France qu'on perd contre Thuir, et le match Thuir à côté de Perpignan, où on a joué une finale dans l'Ariège, où les jeunes Bretons, par contre, là, ils ont eu du mal puisqu'il faisait 40 degrés et on a vraiment eu très chaud ce jour-là, et sur le terrain et en dehors. Alors, vous montez une équipe junior, mais aussi une équipe senior, parce que voilà, pour vous, le lien intergénérationnel est extrêmement important. Ouais, le lien est très important, et ce qui a fait la beauté, et ce qui fait la beauté à Saint-Père, c'est que c'est des jeunes qui n'avaient jamais joué au rugby et des moins jeunes qui n'avaient jamais joué non plus. Il y avait Donc, plutôt la culture du foot. la culture du foot, du vélo, enfin, il y a beaucoup de sports en Bretagne, et ces gamins-là se sont accrochés, on s'est tous accrochés et relevé le défi. Et pour nous, d'aller en finale du championnat de France, c'était magique, dès la première année surtout, c'est incroyable. avec des gamins novices. Alors que vous vous étiez fixé un objectif de 40 licenciés, Voilà. aujourd'hui, sur 2000 habitants, vous avez pratiquement 200 pratiquants Ouais, du ballon ovale. Nous avons 200 pratiquants du ballon ovale, et tous les jours, ça joue au rugby à Saint-Père, du mardi au dimanche. Lundi rugby, mardi rugby, mercredi rugby. Voilà, on jeudi vous entend, rugby, tous les jours, pas de piscine. Et même les incendies ne vous arrêtent pas. Hein, c'est une Non. histoire incroyable, ça, qui est arrivée aussi. Racontez-nous un peu. Alors, il y a déjà 5 ans, on est à 6 h du matin, le téléphone sonne, un joueur passe devant le club house, voit des flammes, me réveille et me dit « Ouais, Adrien, je crois qu'il y a le club qui brûle ». Au début, on pense que c'est une plaisanterie de mauvais goût, mais on s'est vite rendu compte que, effectivement, notre club et un club de foot voisin ont été incendiés la même nuit, à 20 minutes d'intervalle. Et les jalousies, peut-être? Les jalousies, la bêtise, on ne le saura jamais. On ne le sait pas. Pour l'instant, on ne le sait toujours pas. Et voilà, on sent qu'on prend un petit peu de plomb dans l'aile malgré tout. Et on n'a jamais arrêté. Non, on n'a pas lâché, puisque même le soir même de l'incendie, on s'est mobilisé l'après-midi pour monter des vestiaires de fortune avec des barnums, et on a continué à s'entraîner. Comme c'est dit dans la web-série, on s'est entraîné au phare de voiture pendant quelques temps, puisqu'il n'y avait plus de lumière non plus, enfin, il n'y avait plus rien. Donc, mais on n'a pas lâché, et on ne lâchera pas, même si ça devait se reproduire aujourd'hui, je touche du bois en espérant que non, mais... Et on en est ressorti grandi, puisque en fait, on s'est vraiment... tous regroupés, travailler tous dans le même sens pour que on puisse continuer à faire du rugby aux jeunes, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, c'est bien représentatif de l'esprit du club. Hein. On évoquera tout à l'heure la belle histoire qui vous arrive avec cette web-série. Vous restez avec nous tous les deux. Tous les lundis, nous découvrons dans l'émission des start-up bretonnes qui ont fait de l'innovation leur mot d'ordre. On ne déroge pas à la règle aujourd'hui. On reçoit tout de suite Florent Villevert de la Frentex Rennes-Saint-Malo qui va nous emmener jusqu'à Las Vegas, rien que ça. Bonjour Florent. Bonjour Laurence. Alors Las Vegas, carrément, vous nous emmenez à Las Vegas. Pourquoi ? Oui, parce que là-bas, la semaine dernière, il y avait un très très grand salon international, le CES comme on dit, le Consumer Electronics Show. Et alors après les makers du Fab Lab... Ouais, voilà, on a commencé à parler anglais tout à l'heure, c'est parfait. Et là, c'est le salon de l'électronique grand public. Donc on pourrait dire d'une certaine façon, c'est un peu la Mecque de l'électronique, avec donc 4000 exposants cette année, à peu près 200 000 visiteurs. Donc un très très grand salon où il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup de Chinois aussi qui se revendiquent de plus en plus le leader mondial de l'innovation, et énormément de Français, 3e pays le plus présent là-bas, emmené par la French Tech. Donc la French Tech, vous savez, cette communauté des startups françaises qui était 320 là-bas, 320 startups françaises à l'autre bout des États-Unis pour défendre l'innovation française. Ouais, alors on y trouve quoi là-bas ? Expliquez-nous un petit peu. Alors on y trouve des voitures connectées, des grille-pains, des smartphones, des frigos, enfin tout ce qui peut être connecté ou technologique. Est-ce qu'il y a un thème dominant ? Il y avait un thème dominant cette année ? Alors dominant, il y avait beaucoup de choses en rapport avec la maison connectée, ce qu'on appelait un petit peu avant la domotique. Et notamment, ce qui se développe énormément cette année et en ce moment, c'est les assistances vocales. Donc par exemple, les enceintes, vous avez une enceinte pour la musique à la base. Et puis maintenant, vous pouvez parler aux enceintes et puis demander de fermer le volet, d'ouvrir, de monter le chauffage, de mettre un morceau de musique, etc. La plus connue, c'est Alexa
de l'entreprise Amazon. Donc voilà, les assistantes vocales, c'est le grand truc actuellement. Donc on dit toujours qu'à Las Vegas, c'est les machines à sous. Et quand c'est le CES, c'est surtout les machines pour tout, vous pouvez voir. Bientôt, on pourra parler à son ballon en lui disant allez, vas-y, va marquer. Alors, les Bretons sont présents, hein, bien évidemment. Oui, bien alors évidemment, une ouais. grande présence des startups bretonnes. Il y en avait donc 23 cette année, emmenées par BCI dans le jargon, donc Bretagne Commerce International, qui est une émanation de la région Bretagne. Et les 2 French Tech bretonnes, parce que vous savez qu'il y a une French Tech à l'ouest, du côté de Brest, et puis une autre French Tech à l'est, du côté de Rennes et Saint-Malo. Il y avait par exemple XPDigit, qui est une solution de sécurisation de chantier, où on met des capteurs sur les chantiers pour renforcer la sécurité. Il y avait Immersive Therapy, donc là c'est intéressant aussi, c'est une start-up dans le domaine de la santé, pour réduire les effets des acouphènes. Et puis dans le domaine des piscines aussi, Asamgo, qui a en fait une sorte de globe lumineux flottant. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'est un globe sur votre piscine qui analyse tout ce qui se passe dans votre piscine en termes de chimie, de température, de dureté de l'eau, etc. Et qui vous signale sur vos smartphones ce qu'il faut changer, remettre à jour, etc. Donc voilà le genre de choses qu'on peut trouver à Las Vegas sur ce salon. Est-ce qu'il y a un thème qui ressort en particulier cette année ? Alors effectivement, chez les Bretonnes en particulier, il y avait le thème de l'automobile connectée, la mobilité intelligente comme on dit, avec Yogoko. Par exemple, une start-up bretonne. Alors là, c'est une dizaine de personnes qui mettent en œuvre les travaux de 3 grands labos de recherche, l'IMT Atlantique, labo breton, et puis l'École des mines de Paris et l'INRIA de Rocancourt, donc 2 grands labos parisiens. Alors là, il faut imaginer un peu. Donc on voit des images là. Imaginez la ville du futur où vous avez des véhicules connectés, donc entre eux, et puis aussi connectés à du mobilier urbain, par exemple un feu de signalisation. Alors vous dites, mais pourquoi faire ? Alors exemple, vous vous approchez d'un feu, et si vous ralentissez, le feu passe au vert. Et si vous allez trop vite, le feu se met au rouge, comme ça vous êtes obligé de vous arrêter. Voilà ce qu'on peut faire avec une ville connectée. Et puis, dans le domaine des flottes d'entreprise, c'est vrai que c'est quelque chose qui est testé en Bretagne déjà depuis 2 ans. Vous pouvez améliorer la gestion de votre flotte avec tout un tas de statistiques que vous récoltez et qui vous permet d'anticiper les contrôles techniques, les achats de carburant, les plannings de rotation entre des équipes, etc. Donc ça, c'est ce que fournit Yogoko. Donc on voit là les différentes technologies qui sont utilisées. Alors je ne connais pas tout, hein, rassurez-vous. Donc je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde, ce qu'elle veut dire. Et puis sinon, il y a aussi des usages très très variés, mais ça vous avez un peu compris ce que ça permet de faire. L'objectif, effectivement. Et les flottes de véhicules, donc là on en parlait avec Yogoko, mais il y avait une autre start-up qui s'appelle Mobility Tech Green et qui travaille, elle, dans l'autopartage. Ça marche très bien, ça marche très fort en Bretagne. Pour les entreprises et collectivités. Donc autopartage, vous connaissez sûrement un peu, vous avez une voiture mais plusieurs utilisateurs, mais donc ça suppose une super organisation. Et Mobility Tech Green fournit ça, par exemple pour Orange, il y a 1000 véhicules de Orange qui sont équipés de cette solution. Alors là, on les voit à l'image sur le salon. Voilà un peu ce qu'est le CES. Mobility Tech Green, ils ont levé 5 millions d'euros l'année dernière, donc c'est quand même très important. Ça représente une trentaine de salariés. Et en fait, ils devaient aller à ce salon puisqu'ils veulent exporter leur solution. Donc, une des premières étapes, si vous voulez exporter, c'est d'aller à l'étranger, souvent aux États-Unis, et quand vous êtes dans l'électronique, au CES de Las Vegas. Comment ont été accueillies ces innovations bretonnes là-bas ? Écoutez, accueillis par les locaux et les internationaux, toujours avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que suite à ces salons-là, il y a beaucoup d'articles de presse dans les magazines internationaux sur les startups de chez nous. Donc c'est toujours très bon à prendre. Et puis aussi bien accueillis par les Bretons, parce qu'en fait, quand on va là-bas, c'est un moment pour se voir de façon privilégiée. Et paradoxalement, vous voyez, quelquefois, pour se rencontrer entre Bretons, faut se retrouver à l'autre bout de la terre. Et là, c'est beaucoup plus facile. C'est tout à fait étonnant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe souvent dans les salons. Alors, la mobilité connectée, c'est vrai que c'est bien connu en Bretagne, effectivement. Oui, alors, parce que là, on parle des États-Unis, donc on sait qu'aux États-Unis, c'est formidable, mais en France aussi. Et à Rennes, dans ce domaine-là, il y a un gros événement aussi. Donc, c'est pas que à Las Vegas, les grands événements. C'est en mars prochain, vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle In-Out 2018. Alors, pourquoi In-Out ? In, parce que ce sera un petit peu en intérieur. Donc avec des ateliers, des conférences, etc. Out parce que ce sera aussi à l'extérieur, dans la ville, pour les habitants. Et c'est un grand événement justement sur la mobilité connectée, sur la ville de demain. Parce que vous savez peut-être que la Bretagne est un laboratoire complètement légitime dans ce domaine-là. Il y a un pôle notamment qui s'appelle ID4Car, qui est le pôle justement de l'innovation et des acteurs de la tech spécialisés automobile. Et puis vous vous souvenez peut-être qu'on a été pionnier dans la mobilité. On était la première ville
en France à avoir les vélos en libre-service. Exact. C'était en 1998 et c'était avant Paris et toutes les autres villes. Oui. Et vous vous souvenez sûrement, j'en doute pas une seconde, qu'on a été aussi la première ville au monde à avoir un métro pour cette dimension de ville. Ouais, Quand le la métro plus en petite 2002, ville du monde à voilà. avoir un métro. Donc c'était à Rennes. Et la deuxième ligne de métro qui arrive dans quelques mois sera aussi une ligne ultra connectée qui sera une innovation de niveau mondial. Donc on est bien placé pour faire un événement sur ce sujet-là. C'est en mars 2018 et c'est In-Out 2018. In-Out 2018. Ben, merci beaucoup, Florent, de nous avoir Je vous en prie. éclairé sur ces belles innovations bretonnes. Vous êtes quelqu'un de connecté, vous aussi, Adrien? J'essaye. Oh là. J'essaye d'être connecté. Bon, oui, bien aujourd'hui, de toute façon, de plus en plus, on est même, on est obligé d'être connecté par ce que vous disiez. Mais pour le métro à Rennes, je savais pas, et vraiment, c'est bien quoi que ça soit une petite ville qui a un métro avec 2 lignes aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Donc la deuxième ligne arrive. Ouais, c'est vachement bien. Restez connectés vous au terrain aussi. Hein. Je vais essayer. N'oubliez pas. Avec la jeunesse, il n'y a aucun doute. Quand Et on est au avec la contact jeunesse, des c'est jeunes, certain. on est Ah, forcément oui. plus ou moins connecté à un moment. Évidemment. On évoquait tout à l'heure les ambassadeurs, hein, vous savez, cette initiative. Coup de projecteur à présent sur une autre démarche qui vise elle aussi à préserver notre belle région, ses côtes en particulier. Elle est menée par l'association Bretagne Vivante et on en parle tout de suite avec Françoise Gogel, l'une de ses bénévoles. Bonjour Françoise, merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes bénévole pour l'antenne Rance Émeraude de Bretagne Vivante. C'est ça. L'association a demandé à toutes ses équipes sur le territoire de mener des observations sur l'estran. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette initiative, quel type d'observation on vous demande et quel est l'objectif finalement? Alors, c'est une idée qui vient d'un scientifique, d'un universitaire de Brest, membre de Bretagne Vivante, et qu'il a lancé à la dernière Assemblée générale en septembre dernier. Parce que en Bretagne, et l'association Bretagne Vivante n'a pas tellement d'activité pour l'instant sur les estrans, pas d'activité de recherche en tout cas. Donc il y avait un manque à ce niveau-là. C'est un territoire qui est assez peu exploré jusqu'à maintenant par l'association Bretagne Vivante. Et donc l'idée, c'est de créer des petites équipes de bénévoles localement, avec un territoire bien ciblé, bien défini, et d'aller régulièrement sur les estrans, recenser, pointer l'absence ou la présence de certaines espèces animales ou végétales, surtout animales. C'est une œuvre qui sera de longue haleine, puisque nous partons pour 5 ans, d'observation. Observation des changements sur l'estran. Pourquoi changement? Parce que avec l'essor de la pêche à pied, avec le réchauffement climatique, avec l'eau qui monte, la mer qui monte et qui donc va peut-être aussi envahir certains territoires, avec toutes les sortes de pollutions qui atteignent les rivages. Voilà, il y a des études à mener sur le maintien, le recul, la disparition, l'apparition de nouvelles espèces, les changements de territoire des espèces suivant le type de stress qu'elles rencontrent. Comment se passent très concrètement ces observations? Vous êtes déjà allé sur le terrain? Nous y sommes allés déjà 2 fois, donc c'est tout récent, effectivement. Nous sommes, en tout cas, à l'antenne Rance Émeraude de Bretagne Vivante, nous sommes une dizaine de personnes, dont seulement 2 ou 3 sont compétents dans ce domaine-là. Les autres sont des bénévoles en formation. Alors, nous avons des outils, bien sûr, et nous avons une liste d'un peu moins de 100 espèces. Que vous devez recenser. Que nous devons recenser. Alors, certaines sont des espèces rares qu'on ne verra peut-être jamais, d'autres plus courantes. Donc, nous accumulons les données, d'observation, et nous les transmettons aux initiateurs de cette opération, qui ensuite initieront sans doute des travaux de recherche à partir de nos observations. Alors, elles sont menacées, ces espèces? Vous avez le sentiment qu'elles sont menacées? Mais si un travail est entamé dans ce domaine-là, c'est qu'un certain nombre de ces espèces, oui, sont menacées. Alors, par exemple, la pêche à pied. Quand des gens prélèvent une trop grosse quantité de coquillages, par exemple, ou de poissons ou d'autres espèces,
ça peut avoir une incidence. Quand les pêcheurs à pied retournent les pierres et ne les remettent pas en place, ça peut faire disparaître des espèces parce que ce qu'il y a sur le dessus d'une pierre, ce qui vit sur le dessus d'une pierre et ce qui vit en dessous de la pierre, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes bêtes. Ouais. Donc, en remettant pas la pierre en place, on fait mourir celle qui était dessus et on fait mourir aussi celle qui était en dessous parce que toutes ces espèces-là se retrouvent dans des milieux qui ne sont pas les bons. Oui. Voilà, donc il y a une éducation à faire sur les gens qui se promènent. On parlait de l'éducation avec Adrien Laval tout à l'heure, justement. Vous voyez, il y a encore du travail à faire, même en Bretagne. Tout à fait. Quel est votre terrain d'observation? C'est une vaste étendue quand même. Hein. Oui, alors nous, pour ce qui est de notre antenne Rance Émeraude, ça va, c'est tout le département 35, c'est tout le rivage du département 35, y compris la baie du Mont-Saint-Michel. À l'autre extrémité, c'est Saint-Briac. Et puis, on nous a dit aussi, mais je ne sais pas si on aura le temps d'y aller, les bords de Rance, jusqu'à Dinan. Alors là, c'est probablement pas vraiment les mêmes espèces. Pour l'instant, on n'a pas encore investi ces territoires-là. Alors, vous êtes une bénévole, vous n'avez pas de formation scientifique, vous étiez professeur d'allemand, bibliothécaire, rien à voir avec la nature, mais qu'est-ce qui vous motive finalement, vous, Françoise? Moi, ce qui me motive, c'est mon amour pour la nature de toujours. Si j'ai quitté la région parisienne, c'est bien pour me retrouver dans un milieu plus vert, plus proche de la nature. Pareil, vous êtes trois, donc. Et voilà, dès que je suis arrivée, j'ai adhéré à Bretagne Vivante immédiatement, et en souhaitant tout de suite être un membre actif. Et le premier domaine dans lequel je me suis un peu initiée, c'est l'ornithologie. Et puis maintenant que je suis un peu moins débutante en ornithologie, voilà, j'essaie de me lancer un peu dans les espèces de l'estran. Vous savez ce que c'est, l'estran? L'estran, c'est toute la partie du littoral qui est comprise entre la plus haute marée et la plus basse mer. Et nos sorties, on les fait par grande marée pour avoir un plus grand territoire à parcourir. Oui, on imagine. Vous savez ce que vont devenir toutes ces données? Elles vont être analysées, elles vont être collectées, analysées, et elles donneront peut-être lieu à des études plus poussées. Et puis, en fin de compte, même dans d'autres domaines que celui de l'estran, les objectifs de Bretagne Vivante, c'est aussi, par exemple, de sanctuariser certains territoires, de demander des arrêtés de biotopes ou d'obtenir que certaines zones soient protégées par la loi, ou certaines espèces protégées par la loi. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Françoise, pour ce joli témoignage de bénévoles. Voilà, et d'ailleurs, je pense que vous êtes à la recherche, évidemment, toujours de nouveaux bénévoles pour l'association Bretagne Vivante. Alors voilà, l'appel est lancé. Merci infiniment. Adrien, on va raconter encore une formidable histoire, justement, de bénévoles aussi, n'est-ce pas? Ce qui vous arrive avec la web-série Terrain favorable, tournée à l'automne dernier. Racontez-nous un peu cette histoire fabuleuse. Ça vient d'où, ça? Alors, en fait, il y a un partenaire du rugby depuis maintenant 30 ans, qui est la Société Générale, qui est présent vraiment dans le rugby amateur par les finales régionales qui s'appellent Par Amour du Rugby. Donc, c'est vraiment un partenaire qui suit, mais vraiment, que ce soit les grands clubs, l'équipe de France, et qui suit aussi les clubs amateurs de toute la France. Et du coup, il y a eu un casting, comme à la Star Academy, où voilà, il voulait porter, avant la Coupe du Monde qui aura lieu au Japon l'année prochaine, il voulait porter un regard sur un club, des individus qui font tourner un club amateur. Un club amateur. Et on a eu la chance d'être choisi pour représenter ce monde du rugby amateur. Et on en est très fiers, d'abord de l'expérience qu'on a vécue, des caméras, des micros, et de rencontrer aussi 3 joueurs tels que Wilkinson, Dussautoir et Marconnet dans notre bled à Saint-Père. Qui sont vous n'en reveniez pas. Non, on n'en est pas revenu. D'avoir été sélectionné pour représenter le monde du rugby amateur, ça a été pour nous une fierté, un honneur et un plaisir. Et on s'est employé à démontrer ce que vivait sûrement un paquet de bénévoles aussi. Toute l'année, et pour faire avancer le rugby amateur. Alors ça a donné une web-série magnifique qui tourne 5 épisodes de 10 minutes, on peut voir sur YouTube. On va justement regarder le teaser de la série. Et moi ça me fait pas rire, on n'a pas le niveau. Oh. Pour le bled, pour nous. Ce que vous êtes, c'est assez. Le reste, c'est le plaisir.
Allez le faire. C'est ce que vous adorez. Terrain favorable. Vous avez votre franc-parler, Adrien Laval, hein? Ouais, oui, j'ai un franc-parler, oui. Bah, c'est bien. Oui, c'est Ça pas mal motive aussi. visiblement. Ça motive et ça permet chaque année de repartir dans un nouveau challenge puisque tous les ans, les saisons recommencent et donc tous les ans, nouveau challenge Et tous les ans, la même énergie, la même passion du rugby. Voilà. Vous n'êtes pas le seul à être passionné, visiblement. 7 millions de vues sur YouTube pour cette web-série Terrain favorable. C'est comme si chaque Breton l'avait vu 2 fois, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est comme si chaque Breton avait cliqué 2 fois sur YouTube pour regarder la web-série. Non, je pense qu'on est tous surpris, et agréablement d'ailleurs, que cette histoire où tout le monde se retrouve un petit peu, puisque quand on lit les commentaires, tout le monde a connu un club amateur où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Les gamins de 6 ans connaissent les vieux de plus de 18. Je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis. Et vice-versa, oui. Ouais. C'est révélateur de quoi ce succès pour vous, finalement? Vous parlez à tout le monde? C'est l'authenticité? Oui, puis c'est le travail aussi, je crois. Ouais. C'est que de travailler sans jamais baisser la tête et puis toujours avancer. Même quand il y a des coups un peu plus durs que les autres, on les prend, mais on met un peu plus de temps, mais après, ça nous redonne encore plus d'allant pour aller de l'avant, ouais. Et il n'y a pas d'argent qui tourne chez vous non plus? Ah non, voilà. Alors ça, on y tient et on se battra le temps qu'il faudra pour qu'il n'y ait pas d'argent à tourner chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime de match, il n'y a rien de tout ça. Il y a du plaisir, il y a le plaisir d'être dans un club où tout le monde avance pour la même chose et, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas de sénateurs qui viennent faire les malins à Saint-Père. Voilà. Alors, de l'authenticité, du brut de brut, c'est ce qu'on va voir dans cet extrait d'un épisode tourné. On va tout de suite regarder Terrain favorable, un extrait. Adrien, c'est le coach. Il est fédérateur, c'est un personnage, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Un dimanche, franchement, quand on voit vos gueules à 5 minutes du coup d'envoi, j'en ai pas cher de notre peau. Hein. Les ailiers, ils n'étaient pas placés, l'arrière, il naviguait. 10, je ne savais pas où il était. Le 12, 13, il dormait. Il faut qu'il y ait un peu plus de sérieux. Même si vous avez l'impression de savoir jouer les 3 quarts, ce soir, je ne vais pas vous mettre le seum, mais vous ne savez pas jouer. Il faut qu'on lève un peu la nifle. Il faut qu'on lève un peu le nez, qu'on analyse un peu ce qui se passe. Qu'on arrête de jouer que pour soi. Et partir tout seul 40 mètres, puis tu retournes, t'as pas un soutien, ça sert à rien. C'est ensemble, hein, c'est pas chacun va sauver la patrie. Là, je crois pas qu'il y en ait un. Sinon, il serait pas là. Ah, les gars. Mais on peut pas continuer la saison comme ça, les gars. Faut qu'on se resserre et qu'on joue ensemble. Voilà. Individuellement, on n'arrivera à rien. Individuellement, on n'arrivera à rien. En fait, nous, on est arrivé là il y a 10 ans. On est arrivé au mois de mai, on a demandé au maire si on pouvait éventuellement créer un club de rugby. Il a dit, écoutez, allez-y. Il y avait un club de foot, mais le club de foot, ils étaient bien, mais ça va plus trop, quoi. Ils s'entraînaient 1 fois par semaine. Nous, on a monté ça, mais en toute bonne intelligence. Petit à petit, le rugby s'est imposé parce qu'on a des gens de qualité, des gens qui ont su faire venir des familles, parce que c'est une histoire de famille. Hein. Il suffit de voir le dimanche pour voir, c'est pas uniquement des joueurs, toutes les familles sont là. Et aujourd'hui, c'est une commune qui est derrière. Tu vois, aujourd'hui, on a quoi? On a 10 piges et tu as 200 pratiquants de rugby. On a un club qui tient la route, quoi. On est en première série, tu as des gosses qui jouent. Mardi, tu as rugby, mercredi, rugby, jeudi, rugby, vendredi, rugby, samedi, rugby, dimanche, rugby. Donc voilà, c'est tous les jours, tu vois, qu'il y a du monde sur le terrain.
Tous les jours, c'est rugby. Tous les jours, c'est rugby, sauf le lundi où c'est télé. Ah ben voilà, le lundi, c'est télé. Individuellement, on n'arrivera à rien. C'est une histoire de famille. Pour vous, c'est ça qui tient le tout là-bas ? Oui, je crois que tous ceux qui sont autour de la table le savent. Enfin, je pense que tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. C'est ensemble qu'on avance et pour des challenges qu'on doit relever, c'est quand même mieux, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le milieu naturel. Ensemble, on est plus fort, toujours. Et donc, oui, pour nous, c'est important d'être solidaires et de tous avancer dans le même sens, pour relever les défis. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite là ? Ce sera diffusé jusqu'en 2019 et la Coupe du Monde au Japon. Vous avez envie de faire tourner ce film ? Oui, on a envie de le faire tourner. Et on a envie de voir que même aussi, en Bretagne, on a des passionnés, peut-être encore plus qu'ailleurs, je dirais, puisque on est quand même une grande région avec très peu de moyens. C'est un sport nouveau, même si aujourd'hui, la pratique du rugby en Bretagne, on le sait, est importante, avec de bons résultats. On a des clubs qui tiennent la route. On a Vannes, bon, il y a Saint-Père, mais... Non, je plaisante. Il y a Saint-Père, surtout. Il y a Saint-Père. Non, mais ça se développe et on est vraiment dans une vraie bonne dynamique et on est content de savoir que des gens de l'autre côté de la France nous envoient des messages pour soutenir et encourager le rugby en Bretagne. Et ben voilà, un joli message. Merci beaucoup, Adrien, d'être venu nous montrer votre passion, voilà, notre tout passion, simplement, parce que on la sent et vous la partagez effectivement. On essaie dans l'émission, nous, de mettre en avant, bien sûr, tous ces passionnés de la Bretagne, et parmi eux, un autre amoureux de notre région. Il s'appelle Serge Landureau. Il a été journaliste pendant 25 ans à Radio France, rédacteur en chef, puis directeur de plusieurs stations locales de France Bleu. Il est aujourd'hui à la tête d'un magazine en ligne dédié aux seniors, et on le reçoit tout de suite. Bonjour Serge Landureau. Bonjour. Alors ce magazine, c'est Tempo Braise. Il est né il y a un an d'une constatation. La Bretagne finalement se situe au 3e rang des régions préférées des Français. Bon, ça c'est pas surprenant. Pour y prendre leur retraite. Absolument. Et le plus étonnant, c'était ça. C'est-à-dire que qu'on ait des aînés qui choisissent de rester, après tout, dans la plus belle région de France, c'était logique, mais qui choisissent de venir passer leur retraite ici avec le soleil qu'on connaît, etc. Ça, c'était plus étonnant. Et leur club de rugby, quand même. Mais ils ignoraient peut-être certains qu'il y avait du club de rugby, voilà, ce que je n'ignorais pas. Non, le plus étonnant, c'est ça. On retrouve évidemment au rang des premières régions les grandes régions traditionnelles ensoleillées qui sont la région Provence-Côte d'Azur et puis la région de La Rochelle. Mais la Bretagne vient tout de suite derrière. Et moi, c'est ça qui m'a interrogé. C'est-à-dire que j'avais longtemps travaillé tout en étant journaliste sur la transmission de mémoire. Par ailleurs, je fais beaucoup de biographies familiales. Hein, et la relation à l'âge m'interrogeait. Et je suis tombé un jour sur cette enquête qui était quand même assez étonnante. Et je me suis dit, pourquoi ces gens-là, qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher ici ? Parce qu'évidemment, voilà, c'est pas le soleil. Donc, s'ils viennent ici, s'ils font le choix, c'est parce qu'il y a une culture. C'est ce que vous avez rapidement raconté. Il y a un mode de vie qui est agréable. Il y a des relations qui sont particulières entre les gens et des valeurs. Et je me suis dit, il n'existe rien en termes de médias. J'avais d'abord réfléchi à une solution papier, mais il n'existait rien qui recoupe à la fois les thématiques liées à l'âge et la région. Parce que les gens qui viennent ne connaissent pas forcément cette région dans laquelle ils arrivent. Et on a peu d'outils qui leur permettent de pouvoir se l'approprier directement. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans la réunion de ces deux thématiques. Voilà. Alors vous, c'est un titre qui est extrêmement ancré sur le territoire, c'est destiné aux seniors, même si je sais que vous n'aimez pas trop le mot senior. J'aime pas le terme senior parce que je l'aime pas parce que personne ne l'aime, mais comme personne n'aime le terme retraité, enfin bref, il n'y a pas de terme qui convienne. Tempo Braise, si ça convient. Voilà, c'est l'alliance des deux finalement. C'est l'alliance des deux. Pourquoi le temps Tempo ? qui passe, c'est la Bretagne. C'est ça. Et je me suis dit surtout que de quoi disposent les gens qui ont passé le plus gros de leur parcours de vie, ils disposent de temps. Voilà, ce qui fait la notion de base, c'est du temps. Dans le bénévolat, on a l'exemple devant nous avec madame. Voilà. C'est quoi ? On peut être bénévole tant qu'on est actif, c'est très bien. Il faut prendre sur soi quand même. Hein. Les entraînements, moi j'ai fait 15 ans de rugby. Donc, les entraînements, quand on travaille, 2 entraînements par semaine, le dimanche, les matchs, faut être motivé, quoi. Quand on est retraité ou pré-retraité, de plus en plus, on a plus de temps. Et donc les choses qu'on n'a pas pu faire avant,
on est disponible pour les faire. Voilà. D'où le fait qu'on peut commencer à s'ouvrir à la région, et surtout, ce sur quoi j'insiste, on peut s'ouvrir aux autres. Et ce qui me semble, moi, fondamental, c'est que les retraités, mais pas que, j'insiste, je sais pas, très sincèrement, je ne sais pas quel terme employer. Les personnes disponibles, on va dire, voilà, c'est ça. Et les 50 ans et plus, aujourd'hui, on le sent bien, cette envie de pouvoir aller se tourner vers les autres. C'est-à-dire que la retraite, à regarder des chiffres et des lettres dans ses pantoufles devant la télé, ça, c'est fini. Ça existe, sinon ça ne marcherait plus. Bon, ça existe, mais c'est de plus en plus marginal. Et on a des gens qui aujourd'hui arrivent en retraite, qui ont vécu d'abord toute leur vie de manière extrêmement active, qui ont beaucoup bougé. Voilà, on a l'exemple encore, et on en est tous l'illustration, et qui n'ont pas vocation à tout d'un coup cesser leur activité, cesser leur relation sociale et cesser d'être ce qu'ils étaient. Pourquoi vous avez choisi un média en ligne? Parce que ça, c'était un choix un peu osé aussi, c'était un peu un pari. Alors non, c'est toujours un choix osé, mais le choix papier aurait été finalement encore plus osé. Enfin, pour des raisons claires, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que la presse papier souffre terriblement. Et que ce sont des investissements colossaux, quoi. En tous les cas, à mon échelle, c'était énorme. Et au départ, j'étais parti sur l'idée de faire un magazine papier qui soit adossé à un support numérique, qui puisse permettre de créer un aller-retour. Et puis, j'ai assez vite eu le soutien financier d'Harmonie Mutuelle qui me suivait sur ce projet-là. On en a longuement discuté. Et à un moment donné, on a, en tentant d'agréger d'autres partenaires, mais ça traînait, c'est très long. Malgré tout, on a beau vivre une époque numérique, le temps décisionnel c'est pas accéléré pour autant, je vous le confirme. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend des années de trouver d'autres partenaires ou on lance le projet. Et on s'est dit qu'il fallait y aller, il fallait lancer et pas attendre. Du coup, on l'a lancé sous ce format numérique, voilà, qui me semble... Alors, c'est gratuit, hein? Absolument. C'est gratuit, c'est 1 an d'existence. Est-ce que cette gratuité, c'est pas une difficulté quand même pour vous en plus? Évidemment, parce que si c'est gratuit, c'est que le financement, puisqu'il faut quand même un financement à tout ça, ne devra se trouver que dans soit des partenaires, je citais Harmonie Mutuelle, et il y a d'autres partenaires avec lesquels nous sommes en discussion, mais des discussions qui s'inscrivent sur la durée ou plus tard sur de la publicité. Mais c'est quelque chose, c'est un processus qui, dans mon esprit, s'inscrit sur au moins 3 ans. On ne fait rien en 6 mois. C'est pas vrai. Alors, c'est un magazine participatif. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un aller-retour avec vos lecteurs. C'est ça. L'objectif, il est là. Pour être tout à fait clair, à ce jour, cet objectif-là n'est pas encore atteint. Pour une raison simple, c'est que tant qu'on n'a pas un niveau d'étiage suffisant, c'est-à-dire une masse suffisante, les individus ont du mal à s'engager tout de suite, à prendre la parole, à participer. Et je suis bien persuadé que quand on aura réussi à atteindre ce niveau d'étiage suffisant, cette connaissance du média même tout simplement, là, la discussion pourra s'engager. Et moi, je tiens à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, les retraités seniors actifs et qui ont du temps ont énormément de choses à dire et à apporter à la société. Et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, on vit sur une espèce de leurre. On nous dit il faudra travailler de plus en plus longtemps. Ce qui est vrai, alors tous les comptes nous le disent. Sauf que dans la réalité, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Regardez en parallèle les chiffres du chômage des seniors, et vous verrez que ceux-là, ils baissent pas. Ils augmentent sans cesse. Donc on a un paradoxe qui est travailler jusqu'à 70 ans, mais si vous perdez votre travail autour de 50 ans, c'est très compliqué. Ouais. Donc on a ce paradoxe-là de toute une population, on va dire les 50-70, qui ont des tas de choses à dire, des tas de compétences, et qui se retrouvent un petit peu dans la nature sans pouvoir les exprimer, sauf par le biais associatif et le bénévolat. Eh bien, on a un bel exemple ce matin sur le plateau. Alors voilà, on retrouve votre magazine Tempo Braise sur Internet, www.tempo.bzh. Merci Serge Landuro d'être venu nous présenter ce beau projet. Mais vous avez tous du lien finalement, vous avez tous un lien, tous les 4 sur le plateau ce matin. J'ai envie de vous demander si vous étiez une petite phrase, une petite maxime, Adrien, vous seriez quoi ? Tout de suite, là, quelque chose qui vous guide au quotidien. La passion, l'envie de relever les défis tout le temps et chaque année, chaque début du mois de septembre, nouveau défi, envie de le relever en permanence. Avec des seniors, des retraités, des gens qui ont du temps. Je pense qu'il y aura bientôt une rubrique rugby dans Tempo Braise, à mon avis. Non, puisque nous aussi, c'est pareil. Je vois au club, on a des gens qui viennent nous donner un coup de main et c'est vrai que
comme vous le disiez, après la carrière professionnelle, ils aimeraient en faire un peu plus parce que les journées sont peut-être un peu longues. Et effectivement, ils se rencontrent au club de rugby et ça permet de, comme vous disiez, de discuter, de passer à autre chose. De garder du lien aussi. Voilà, de garder du lien important. Bien sûr. Et des compétences. Moi, j'ajoute, les gens sont compétents. Ouais. Et dans tous les domaines, dans les technologies, moi, j'ai rencontré des tas de gens hyper brillants, quoi, malgré l'âge. C'est pas antinomique, quoi. Non, du lien, c'est le maître mot ce matin. Bien écoutez, Catherine Bossard, elle aussi va faire du lien. Elle vient nous faire le débriefing de cette émission. Elle nous rejoint de ce pas. Vous n'êtes pas en rugby woman, bah alors je suis très déçue. Moi. Non, mais j'ai vu le match, j'ai vu la rencontre des gradins. Bravo, belle rencontre, beau match les enfants, bien joué. Lola, toi t'étais sur ton terrain, donc forcément elle est au taquet. De toute façon c'est ta saison. Et puis là on a vu quelque chose de très beau se passer. Je note quand même que vous avez été profitable la journée de samedi, première journée de sol. Forcément ça entraîne à être agressif. Voilà, mon grille-pain à moins 70%. Voilà une petite manchette et puis je le conserve. Voilà, toujours passe arrière bien sûr. Un pull en mohair à moins 40. Forcément, hop, la cage au short les enfants. On y va, on entraîne la personne vers le bas et puis on récupère le pull en cachemire vers la ligne d'essai, c'est ça. Donc terrain favorable. On disait. À n'en pas douter. Puis le terrain breton, parce qu'un terrain amical avec la gadoue qui a bien été humecté toute l'année, forcément c'est un terrain sur lequel il est plus agréable de tomber. Voilà, donc vous avez été beaucoup dans le fair play, mais il ne faut pas oublier que quand un adversaire est à terre, on peut s'essuyer les crampons. Et une faute que l'arbitre ne voit pas est une faute qui n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Il y aura des nouveautés quand même pour cette saison, c'est la connexion des joueurs. Donc nouveauté pour Saint-Père-Marc-en-Poulet, les petits footings sur le bord de Rance. Vous allez être équipé d'un capteur pour voir les microparticules, donc histoire de participer. Vous êtes dans l'esprit d'équipe tip-top. Françoise, si vous voulez collecter des noms d'oiseaux, venez le dimanche sur le bord du terrain, il y en a pas mal, suivant le score. Et vous pouvez collecter à peu près toutes les sortes d'oiseaux. Ouais. Oh oui, il y en a. Et sinon, bien sûr, joueurs connectés, bien sûr, avec des capteurs pour prévoir la prochaine visite chez le kiné, pour prévoir l'embouteillage au niveau des douches, etc. Donc voilà, bel esprit d'équipe. En tout cas, puisque comme vous le dites, individuellement, on n'arrive à rien. Voilà. Donc là, vous êtes une magnifique équipe ce matin, très en forme. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, écoutez, ce midi, dans notre JT, on va marquer des buts aussi. Alors, on va parler de quoi ? D'abord, on va parler du blocage de la prison de Rennes-Vezin. Notre rubrique Ondes positives sera consacrée à l'habitat partagé. Et c'était il y a 14 ans, le Buguelet de Brest-Sombray. Nous y reviendrons dans nos 2 éditions de cette journée. Le journal sera présenté par Éric Pinault. Quant à nous, on se retrouve demain, 9h50. Notre invité, ce sera le navigateur Roland Jourdain, alias Bilou. Voilà, bel esprit d'équipe aussi, grand sportif, avec un bel esprit comme vous, je pense. Oui, comme tous autour de la table, on a un bel esprit puisqu'on continue de relever les challenges et on a tous envie d'aller plus loin, je crois. Oui, je crois que c'est clair. Allez, belle journée à tous, à demain, 9h50.